Salam alaikum chers élèves, je diffuse cette quatrième vidéo dans laquelle nous allons découvrir le processus de métamorphisme dans les zones de subduction ainsi que les facteurs intervenant dans le métamorphisme. Soyez les bienvenus et on commence. Voilà donc on a terminé avec les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de collision. Maintenant, on passe aux caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction. Comme vous le savez déjà, la péniplanation et d'autres facteurs tectoniques complexes conduisent à l'affleurement des roches métamorphiques qui se sont formées dans des grandes profondeurs. C'est toujours le cas pour les roches métamorphiques dans des zones de subduction, qui leur observation n'est possible qu'après leur affleurement dans les zones de collision actuelles, c'est-à-dire après affrontement des deux lithosphères continentales qui est précédé par une subduction. La figure 19 représente une carte géologique au niveau des Alpes franco-italiennes qui montre la zone de collision qui est riche en roches métamorphiques, schiste vert, schiste bleu, glucophane, donc schiste bleu à glucophane, et l'éclogite. La première question nous demande de déterminer les roches qui subissent le métamorphisme dans les zones de subduction. Comme on l'a déjà évoqué au début de ce chapitre, le basalte et le gabbro subissent le métamorphisme durant l'enfouissement de la croûte océanique dans la zone de subduction. Pourquoi on ne peut pas étudier les roches métamorphiques d'enfouissement dans les zones de subduction actuelles? Tout simplement parce que le processus de métamorphisme se déroule en grande profondeur dans les zones de subduction. L'étude chimique des roches métamorphiques des zones de subduction ont montré qu'elles possèdent la composition chimique générale présentée dans ce tableau. Donc la même composition chimique générale. La question qui se pose, comment explique-t-on cette constante? Comment explique-t-on cette constance? Donc cela est dû au fait que ces roches métamorphiques proviennent de la même roche-mère, le basalte et le gabbro, qui se caractérisent par la même composition chimique. On continue les activités de document 19. On a suivi le trajet du gabbro depuis sa formation au niveau de la dorsale océanique jusqu'à son enfouissement dans la zone de subduction. Et la figure 12 montre la séquence métamorphique du gabbro qui se forme au niveau de la croûte océanique dans des faibles profondeurs, mais dans une température qui est élevée. Donc ici, c'est la zone de formation du gabbro, près de la dorsale, où il y a une température qui est très élevée, qui atteint 1000 degrés Celsius. En avançant vers la zone de subduction, le gabbro subit l'augmentation de la pression et la diminution de la température. Donc elle va de 1000 jusqu'à 300 degrés Celsius en s'approchant de la zone de subduction. Pour qu'il se transforme après en schiste vert. Donc la transformation ou bien le métamorphisme de gabbro en schiste vert avant même son enfouissement. Donc c'est la pression qui a conduit à cette transformation du gabbro en schiste vert.
Cette roche est caractérisée par la présence de certains minéraux qui se transforment après enfouissement à des nouveaux minéraux caractéristiques de faciès de schiste bleu. Voilà. Donc après enfouissement, le schiste vert va se métamorphiser ou bien se transformer en schiste bleu. Ça veut dire il y aura disparition de minéraux et apparition d'autres minéraux qui sont caractéristiques du domaine ou bien du faciès de schiste bleu. L'enfouissement continue pour que le schiste bleu se transforme en éclogite. Voilà, donc l'éclogite, il se forme dans des profondeurs qui sont élevées et par conséquent une pression qui est très élevée. Et bien sûr, durant le métamorphisme, on assiste à des réactions chimiques entre les cristaux pour former d'autres qui sont totalement nouveaux. On a ici, à titre d'exemple, le plagioclase plus le pyroxène plus l'eau nous donne d'autres minéraux, l'amphibole orne blonde verte. Plagioclase plus orne blonde plus eau nous donne la chlorite et l'actinote, etc. Et la figure 13 montre les propriétés structurales et minéralogiques du gabbro et des métagabbros. Voilà, le gabbro. Le métagabbro, ici c'est le schiste bleu. Ici pour le métagabbro, éclogite. Ces roches sont des roches métamorphiques à faciès des schistes bleus, faciès des éclogites. Alors, qu'ils sont, pour répondre à la troisième question, quelles sont les modifications que subit le gabbro durant son enfouissement dans la sténosphère? D'après la figure 12, on a dit qu'il subit des modifications minéralogiques, c'est-à-dire disparition des minéraux et apparition d'autres minéraux durant sa transformation en métagabbro, schiste bleu et éclogite. On n'évoque pas ici le schiste vert car on parle des roches métamorphiques dans la zone de subduction, c'est-à-dire après l'enfouissement et non pas avant, comme c'est le cas de schiste vert qui se forme avant même l'enfouissement. Retournons à notre question. Le gabbro subit aussi des modifications structurales, qui veut dire tout simplement la disposition des minéraux à l'intérieur des roches. La quatrième question nous demande de déterminer la séquence métamorphique caractérisant les roches métamorphiques dans les zones de subduction, puis déduisez le type de métamorphisme dans ces régions. Donc ici, le basalte et le gabbro se transforment dans les zones de subduction selon la séquence métamorphique schiste bleu, éclogite. Si on considère seulement la zone de subduction, si on considère toute la région, donc même avant l'enfouissement de la roche métamorphique schiste vert, donc la séquence métamorphique sera schiste vert, schiste bleu, éclogite. Durant la subduction, la pression joue un rôle très important dans le métamorphisme. Donc il s'agit d'un métamorphisme appelé métamorphisme dynamique. Donc pour répondre à la deuxième partie de la question 4, on va dire qu'il s'agit d'un métamorphisme dynamique. Pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par une pression qui
joue un rôle très important par rapport au rôle de la température. D'après les données précédentes, on peut réaliser des schémas montrant les roches métamorphiques, le trajet thermodynamique et le type de métamorphisme dans les zones de subduction et de collision. On commence par la chaîne de collision qui est constituée principalement des roches argileuses. Celles-ci vont subir un métamorphisme un métamorphisme thermodynamique. Pourquoi? Parce que ici la pression et la température jouent un rôle très important dans le métamorphisme. Voilà ce qui conduit à la formation de schiste, de micaschiste, puis le gneiss en augmentant l'intensité métamorphique. Et la série métamorphique correspondant à cette séquence métamorphique, c'est schiste vert amphibolite. C'est-à-dire que le schiste et le micaschiste ont le faciès d'un schiste vert et le gneiss a le faciès des amphibolites. Pour la chaîne de subduction, qui est caractérisée par l'enfouissement des roches de la croûte océanique, le basalte et le gabbro, ces roches subissent des pressions importantes, ce qui conduit à un métamorphisme dynamique qui en résulte la séquence métamorphique suivante, schiste bleu éclogite. La série métamorphique contient les faciès qui portent le même nom des roches issues de métamorphisme, c'est-à-dire schiste bleu éclogite. Ici, ils portent les mêmes noms. Pourquoi? Parce que le basalte, c'est la roche qui est utilisée comme référence pour classer les roches métamorphiques. Voilà, on est arrivé à la dernière partie de ce deuxième chapitre dans lequel nous allons répondre à la question suivante: comment interviennent les facteurs du métamorphisme dans le déroulement du métamorphisme? Alors prenons le document 20 pour découvrir comment interviennent la pression et la température dans le métamorphisme des roches. Commençons par découvrir les types de pression que les roches peuvent subir. On peut distinguer trois types: la pression lithostatique, les contraintes tectoniques et dernièrement la pression des fluides. Alors, on commence par la pression lithostatique, qui est une pression exercée sur une roche par les roches qui la surmontent. Cette pression est fonction de la densité des roches et de la profondeur à laquelle elle s'exerce. Elle est isotrope, c'est-à-dire homogène dans toutes les directions et n'engendre donc pas de déformation. Donc, comme vous le voyez ici dans ce dessin, les pressions, ils sont isotropes, ils sont homogènes, ça veut dire ils sont égales. Ici, la pression est exercée par quoi? Par les roches qui surmontent ces roches-là, et aussi elle est en fonction de la densité des roches et de la profondeur. Voilà, donc ici, on n'assiste pas à des déformations. Pour les contraintes tectoniques, donc ici, comme des forces appelées tectoniques, contraintes tectoniques, il s'agit de la pression exercée sur les roches par l'action des forces tectoniques. Il est lié au chevauchement et au processus orogénique, ça veut dire processus de la formation des montagnes. Il est donc anisotrope,
car il n'est pas homogène, il est hétérogène dans toutes les directions de l'espace. Il est orienté et engendre des déformations et l'apparition de nouvelles structures à différentes échelles. Donc ici, voilà donc un schéma qui montre cette contrainte tectonique. Ici, voilà donc les forces qui sont appliquées sur les deux côtés. Elles sont plus importantes que les pressions qui sont exercées des autres côtés. Donc ici, on va dire que la pression ici est anisotrope, ça veut dire est hétérogène, ce qui conduit bien sûr à un raccourcissement. Ici, vous allez voir que vous voyez que il y a une déformation des roches au sein de cette partie rocheuse. Le troisième type de pression, c'est la pression des fluides. Cette pression est exercée au sein des pores des roches. Ça veut dire dans les interstices, les vides ou bien les espaces les vides dans les roches. Elle est exercée par les fluides lorsque la température augmente. Elle dépend de la présence de l'eau et de CO2 qui peuvent être présents bien sûr dans ces pores. Est libérée lors de réactions chimiques de déshydratation, la libération de l'eau, et de décarboxylation, c'est la libération de CO2. La pression des fluides, elle favorise la circulation de fluides dans les roches, accélère les réactions de transformation minérale, elle entre dans les réactions chimiques qui conduisent à la formation de nouveaux minéraux, les échanges de matière aussi, donc changement de matière entre les composantes des roches, et abaisse la température de début de fusion des matériaux, comme le cas dans les conditions de fusion partielle de la péridotite. Nous avons déterminé les trois types de pression qui interviennent dans le métamorphisme. Maintenant, nous allons découvrir c'est quoi l'influence de la température dans le métamorphisme. Et pour découvrir cela, donc on étudie l'expérience de Winkler. Winkler a soumis des roches argileuses à une pression constante avec augmentation progressive de la température et il a obtenu les résultats présentés par la figure 14. Donc voici donc des roches argileuses qui contiennent comme minéraux chlorite, séricite, muscovite. Et donc on les soumet à une température de 570 degrés Celsius et une pression de 2 kV. Je vais avoir apparition de nouveaux cristaux dans la roche solide, de plagioclase, biotite, andalosite. Si on augmente encore la température mais on garde la même pression, je vais avoir une partie liquide qui est due suite à la fusion partielle de l'argile et une partie solide qui est caractérisée par la présence de plagioclase, de la biotite et de la sélémanite. Donc comme veut le constater, en augmentant la température et en gardant la pression constante, on assiste à un changement dans la composition minéralogique des roches. Donc on en déduit que la température est le facteur responsable des modifications minéralogiques durant le métamorphisme, comme réponse à la première question. Et pour découvrir l'influence de la pression dans le métamorphisme, on va étudier la figure 15 qui montre un montage expérimental qui permet d'obtenir des roches métamorphiques à partir d'un échantillon argileux. Le montage expérimental est muni d'une vis de réglage pour régler la pression orientée, c'est l'équivalent de la pression tectonique dans la nature. Un compresseur qui va nous permettre de régler la pression à l'intérieur du boîtier, c'est l'équivalent de la pression électrostatique.
et la résistance électrique pour régler la température à l'intérieur du boîtier. On a choisi deux conditions de pression et de température à l'intérieur du boîtier. Puis on compare le comportement de la roche lorsqu'on applique une pression orientée, c'est-à-dire une pression appliquée sur la roche et qui ressemble aux contraintes tectoniques, et en absence de la pression orientée, c'est-à-dire lorsque le raccourcissement est nul. Dans le premier cas, pour une température de 300 degrés Celsius et une pression de 3,5 kbar, on assiste à l'apparition de nouveaux minéraux. Bien sûr, cela est dû à l'influence de la température. Donc on assiste à l'apparition de nouveaux minéraux en présence et en absence d'une pression orientée. Pourtant, on aperçoit un changement au niveau de la structure de la roche qui est caractérisée par une schistosité lorsqu'on applique une pression orientée. Dans le deuxième cas, pour une température de 400 degrés Celsius et une pression de 4,5 kbar, toujours il y a modification minéralogique. Et on constate, en absence de la pression orientée, qu'il n'y a pas de changement structural et les cristaux sont non orientés. Cependant, lorsqu'on applique une pression orientée, les cristaux ou les minéraux deviennent tous orientés, c'est-à-dire il se déroule des modifications structurales. D'après ces constatations, pour répondre à la deuxième question, on en déduit que la pression orientée, ou bien la pression tectonique dans la nature, est le facteur responsable des modifications structurales durant le métamorphisme. Alors, comme bilan, nous allons dire que pendant le métamorphisme, la pression orientée influence sur la structure des roches, en schistosité, foliation, et la température influence sur la recristallisation des minéraux. Et voilà, je vais vous montrer comment influence la pression sur la disposition des minéraux dans les roches. Vous voyez que les minéraux sont répartis d'une manière aléatoire avant le métamorphisme pour une pression non orientée. Mais après application d'une pression orientée, les minéraux tournent vers le plan d'aplatissement suite aux contraintes tectoniques. Donc comme ça, nous allons obtenir des structures qui sont différentes. Voilà, donc après métamorphisme, nous allons obtenir cette structure où les minéraux sont orientés suite aux contraintes, suite à la pression orientée. Et merci de votre attention et attendez-moi pour une autre vidéo dans laquelle nous allons commencer de traiter le troisième et le dernier chapitre pour cette troisième unité de la géologie. À bientôt.